Ce n'est pas une menace existentielle pour nous. En d'autres termes, la guerre n'est pas menée contre un ennemi qui pourrait jamais nous menacer de destruction. Quels que soient nos différends avec l'Iran, il ne justifie pas une guerre, contrairement à ce que croient certains aux États-Unis. Dans le monde entier, on considère l'Iran comme un acteur héroïque sur la scène internationale parce que l'Iran s'est opposé aux États-Unis et à Israël. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est obtenir une victoire, non pas en nous attaquant, mais en se défendant contre nous et en démontrant qu'ils ne peuvent pas être vaincus. Eh bien, tout le monde, nous sommes très honorés d'accueillir à nouveau dans le studio un invité de longue date. Il s'agit du colonel Douglas MacGregor, un expert fantastique en géopolitique et bien sûr sur la guerre contre l'Iran. Colonel, comment allez-vous aujourd'hui? Bien, Cyrus Janssen, bien. Oui, c'est un plaisir de vous revoir. Colonel, vous savez, nous en sommes à la 10e semaine de la guerre contre l'Iran et j'aimerais simplement avoir votre avis à ce sujet. Vous savez, nous avons vu tellement d'articles d'actualité cette semaine avec Trump lançant l'opération Liberté puis l'abandonnant 24 heures plus tard. Nous voyons aujourd'hui un accord de paix potentiel similaire à celui d'Obama que Trump avait qualifié de pire accord jamais conclu. Partagez vos réflexions à la 10e semaine de ce conflit avec l'Iran. Eh bien, suivre l'administration, ou d'ailleurs quoi que ce soit à Washington en ce moment, c'est un peu comme regarder un drame d'ado qui se passe au lycée, ou quelque chose comme ça. Les gens bougent un peu dans toutes les directions. Il est difficile de distinguer la vérité du mensonge ou la fiction de la réalité. Je ne suis même pas sûr qu'ils en soient encore capables à la Maison-Blanche. Le président Trump a tellement souvent induit tout le monde en erreur sur ce qui se passe réellement qu'on est presque tenté d'ignorer tout ce qui sort de la Maison-Blanche. On s'assoit et on se dit qu'on ne peut pas faire ça. Je dois écouter ces absurdités et tenter de comprendre. Je pense que nous sommes sur le point de commencer une nouvelle série d'attaques. Ou je devrais dire de lancer une nouvelle offensive aérienne et de missiles. Et la meilleure façon de résumer cela, c'est que je pense que le président Trump a pris l'ascenseur express pour l'enfer, et il emmène avec lui tous ceux qu'il peut. Et c'est un peu comme ça que je le vois, parce que je ne vois aucune preuve que ce que nous prévoyons de faire maintenant va produire un résultat différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Et je sais qu'au moins, en y jetant un coup d'œil, il semble que nous ayons plus de puissance de feu cette fois-ci que la dernière fois. C'est particulièrement vrai pour l'armée de l'air, avec des bombardiers désormais proches du théâtre d'opération, ou déjà sur place, beaucoup de munitions sophistiquées, peut-être même plus que ce que nous avions utilisé la dernière fois. Vous savez, des choses comme la Joint Air-to-Surface Strike Weapon, la JASM. Nous en avons lancé environ 1000 et nous en utiliserons au moins autant cette fois. Le problème avec tout cela, c'est que rien n'a fondamentalement changé concernant les positions et les capacités de votre adversaire. Donc, quand j'entends, vous savez, des choses comme j'ai entendu hier, eh bien, il y a ce document dont il affirme qu'il était en discussion. En moins de 24 heures, vous réalisez que c'est absurde, il n'y en a pas. Puis vous entendez encore, ce n'est pas tout à fait vrai. Il pourrait y avoir une opportunité. Et comme vous l'avez souligné plus tôt avant que nous soyons en direct, cela ressemble beaucoup à la solution d'Obama d'il y a plusieurs années. Je ne sais pas si tout cela est vrai, mais ce que je sais, c'est que vous avez une énorme puissance de feu, aérienne et navale, rassemblée dans la région. On ne fait pas ça pour le spectacle. Cela ne va tout simplement pas intimider les Iraniens. Ils sont installés dans ce qui est l'équivalent géographique d'une immense forteresse, entourée de montagnes et, au sud, de déserts hostiles, parmi les endroits les plus chauds de la planète. Et je ne vois tout simplement pas que quoi que nous fassions puisse fondamentalement changer leur position. Au contraire, je pense qu'ils seront encore plus forts cette fois-ci qu'ils ne l'étaient la dernière fois. Je pense qu'ils auront probablement une défense aérienne et une défense antimissile plus efficace. Ils ont reçu beaucoup d'aide des Chinois et bénéficièrent toujours d'un important soutien en renseignement des Russes et Chinois. Et je pense que, plus important encore, ils sont désormais dans une alliance en bonne et due forme avec la Russie et la Chine. Maintenant, je ne sais pas quel était le contenu de la discussion entre le président Trump et le président Poutine récemment. Mais il est resté en ligne 90 minutes, à 2 heures, avec le président Poutine. Et le compte-rendu russe qu'ils publieront suggère que Poutine a été très direct, disant « Ne faites pas ça ».
Cela pourrait entraîner quelque chose de bien pire que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc je ne sais pas. La tentation d'interpréter cela est grande, mais je ne sais pas trop ce qu'on doit en penser, si ce n'est qu'il montre le train express pour l'enfer. Il dit « Regardez, vous êtes déjà à bord ». Cela ne vous aidera pas et aggravera la situation partout, y compris pour vous. Donc je dirais que c'est mon résumé rapide de la situation actuelle, qui n'est vraiment pas très bonne. D'accord. Colonel, que pensez-vous de l'Iran et de leurs actions ce mois-ci? Avez-vous des informations, notamment sur une éventuelle accumulation de missiles? Étaient-ils vraiment prêts pour cette escalade? Parce qu'au début du conflit, on a vu beaucoup de missiles venant d'Iran, des frappes quotidiennes sur Israël, beaucoup de missiles lancés. Ces dernières semaines ont été calmes côté combat. Mais comme vous l'avez dit, les États-Unis renforcent leur présence. Est-ce aussi le cas en Iran? Ont-ils produit plus de missiles, acquis plus de drones et se préparent-ils pour l'étape suivante? Oui, je dirais peut-être même encore plus. Nous savons qu'ils ont passé au moins 20 ans, certains disent et même 30 ans, à constituer la force qu'ils ont aujourd'hui, à construire des installations souterraines, à dissimuler des moyens dans les montagnes, et ainsi de suite. C'est probablement vrai, et je pense qu'ils ont toujours considéré l'inévitabilité d'une guerre avec nous comme quelque chose pour laquelle ils devaient se préparer. Ils ont toujours été convaincus qu'ils pourraient survivre à une guerre avec Israël, et, plus important encore, infliger des dégâts à Israël. Mais ils nous ont toujours véritablement craints et respecté notre capacité militaire. Donc je pense que cela s'est maintenant renforcé et amélioré. Rappelez-vous, si vous regardez leur performance pendant la guerre de 12 jours, il y a plusieurs mois, et que vous la comparez à leurs performances plus récentes, ils étaient infiniment plus capables et plus létaux lors de la dernière phase. Je pense que vous verrez quelque chose de similaire cette fois. Tout comme le dit le président Trump, il amène le système de missiles hypersoniques sol-sol de l'armée sur le théâtre d'opération pour l'utiliser. Vous verrez probablement de nouvelles choses du côté iranien, en partie grâce à la Chine. Et je pense que les Chinois ont effectué, je ne sais pas combien de sorties vers Téhéran, livrant des missiles, de la technologie et une assistance technique, avec de nombreux Chinois sur place, en particulier dans le domaine des missiles. Aussi, dans une certaine mesure, la production de systèmes sans pilote. Les Russes, pour eux, sont beaucoup aidés pour les défenses aériennes intégrées, qui n'ont pas aussi bien fonctionné que prévu jusqu'à présent. Ensuite, il ne faut pas oublier que les Russes ont beaucoup œuvré pour fournir un maximum d'aide humanitaire aux Iraniens. Et lorsque le président Trump et son groupe de collaborateurs et de partisans disent « Eh bien, l'Iran est dans une situation terrible, leur monnaie est détruite, etc. » Ils n'ont pas tort. Mais les Iraniens sont préparés à ce genre de dégâts. Ils l'avaient anticipé. Et ils ont maintenant évacué tous leurs bâtiments clés. Donc, je n'ai aucun doute que quoi que nous disions publiquement, ils anticipent actuellement le pire scénario possible et s'y préparent. Cette fois, la seule nouveauté pourrait être l'utilisation de forces terrestres, absentes la dernière fois. En d'autres termes, nous avons plusieurs milliers de soldats aéroportés, de parachutistes et de marines qui pourraient être impliqués dans la prise du Nil, ou peut-être même dans l'attaque de quelque chose comme Bangladesh Basse. Même un raid pour montrer la capacité. Je ne sais pas, c'est possible. Ce qui n'arrivera pas, c'est que la marine des États-Unis ne va pas traverser ce détroit et défier les Iraniens, parce qu'ils savent qu'ils finiront au fond, ou à coup sûr, tapisseront le fond du golfe Persique. Cela n'arrivera donc pas, mais vous pourriez voir les marines et parachutistes utilisés autrement. Je pense que c'est une idée tout aussi mauvaise, mais je dis juste ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Et le monde entier aimerait qu'autre chose se produise. La paix. Je veux dire, si vous écoutez les gens du CCG, le Conseil de coopération du Golfe, des personnes de Bahreïn, du Koweït et d'autres endroits, ils ont dit que les dégâts sont horribles. Et si nous subissons des dégâts encore pires à partir de maintenant, il faudra une décennie ou plus avant que nous nous en remettions. Donc, il n'y a pas de bonnes nouvelles économiques pour le monde. Et je plaiderai pour que nous nous retirions de tout cela. Mais cela ne semble pas décourager le président Trump. Oui.
Colonel, j'aimerais parler de l'opération Liberté que le président Trump a lancée. Il a dit, vous savez, il a annoncé que les États-Unis allaient, vous savez, escorter personnellement des navires à travers le détroit d'Ormuz. Je pense que c'était surtout pour rassurer les marchés pétroliers. Puis, dans les 24 heures, il a été annoncé que la marine n'assurerait finalement pas l'escorte. Ils vont fournir ces signaux GPS et puis, bien sûr, dans ce délai de 24 heures, on a aussi vu Donald Trump dire qu'ils allaient en fait mettre la campagne en pause. C'était quoi exactement l'opération Liberté? Et vous savez, quel est votre avis là-dessus? Eh bien, Cyrus Johnson, je pense qu'il faut accepter la réalité. Il n'y a jamais eu de stratégie viable ou cohérente pour cette campagne. Honnêtement, j'ai examiné la question et, vous savez, j'ai cherché, avec une certaine frustration, à trouver un objectif précis, une méthode, une finalité qui dirait clairement « le but est X ». Je pense qu'au départ, le but était « Oh, nous allons bombarder pour soutenir tous ces milliers de personnes qui se soulèvent contre le gouvernement ». Et bien sûr, pour penser en ces termes, il fallait écouter les Israéliens. Et les Israéliens, bien sûr, sont des menteurs invétérés sur tout ce genre d'affaires. Et ils ont créé l'illusion, je pense, dans la tête du président Trump et dans celle d'autres personnes aux États-Unis, qu'il y avait des millions de gens qui n'attendaient que l'occasion de sortir leurs couteaux et leurs pelles pour affronter les balles. Ce n'est pas vrai. Cela n'a jamais été vrai. Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucune opposition dans le pays. Mais l'opposition n'était pas du type qui a été présenté. Et ils n'ont pas tué 30 000 personnes. Nous pensons qu'il s'agit de 3 400, ce qui inclut 400 policiers. Comment les 400 policiers chargés de gérer la manifestation ont-ils été tués? Assad et la CIA ont introduit clandestinement des armes dans le pays, les ont distribuées et ont ainsi dirigé une partie des tirs. Donc ce n'était pas une sorte de soulèvement spontané à Téhéran. C'était quelque chose de très très largement provoqué par nous. Et ils ont dit au président Trump que cela fonctionnerait. Eh bien, cela n'avait aucune chance de fonctionner. Et à ce moment-là, il était prêt à lancer des frappes. Il était tellement convaincu que cela pourrait marcher. Ça n'a pas marché. Alors ils ont changé leur objectif pour, eh bien, la décapitation. Vous savez, un changement de régime par le haut. Parce qu'une fois de plus, les Israéliens ont promis, si vous faites cela et tuez ces individus, tout s'effondrera. C'est parce que les Israéliens ont adopté dès le début la position selon laquelle l'Iran ressemblait beaucoup aux États arabes, d'autres constructions artificielles, un peu comme Israël, qui ont émergé après la Première Guerre mondiale. Et ce n'est pas le cas. L'Iran est un État civilisationnel. Il existe depuis plus de 2000 ans, et les gens là-bas en sont profondément conscients. Donc ce n'est absolument pas vrai. Cela a échoué, mais nous avons bombardé pour y parvenir. Lorsqu'il est devenu clair que cela n'arriverait pas, nous avons cherché d'autres cibles. Et en quelque sorte, je dirais, la méthodologie est passée de la décapitation à une destruction généralisée, visant à la désintégration de l'État iranien. Eh bien, cela a échoué. Nous n'avions plus ce genre de mission. Nos stocks pour tout le reste étaient faibles. Alors nous avons déclaré un cessez-le-feu. Encore une fois, tout le monde a menti en disant « Oh, ils réclament ce cessez-le-feu. Ils sont à genoux. Ils en ont besoin. » Ce genre de choses n'était vraiment pas vrai. Ce n'est pas une menace existentielle pour nous. En d'autres termes, la guerre n'est pas menée contre un ennemi qui pourrait jamais nous menacer de destruction. Quelles que soient nos différences avec l'Iran, il ne justifie pas une guerre, contrairement à ce que pensent certains aux États-Unis. Ils veulent croire que les Iraniens complotent depuis toujours la mort de milliers d'entre nous. Ce n'est tout simplement pas vrai. Et ce qu'ils ont fait pendant notre occupation de l'Irak est quelque chose que nous avons nous-mêmes déjà fait par le passé. Lorsque les Français étaient au Mexique, nous avons aidé la résistance contre les Français au Mexique. C'est ce qu'on fait quand une puissance étrangère menaçante s'installe dans un pays voisin. Vous aidez les habitants qui veulent se rebeller contre elle et chasser cette puissance. C'est donc essentiellement ce qu'ils ont fait. Mais ils n'ont pas fabriqué tous les engins explosifs improvisés. Ils ont montré à certaines personnes comment faire, et les gens à l'intérieur de l'Irak ont ensuite fabriqué les engins explosifs improvisés. Ils sont aussi venus à notre aide et nous ont apporté leur assistance, ce que personne ne prend la peine de souligner. En fait, le général Soleimani, que nous avons tout fait pour assassiner, a joué un rôle déterminant dans l'établissement de la paix avec la communauté chiite du Sud. Et il a aussi déplacé ce mot-là, qui était une épine dans le pied de tout le monde, hors d'Irak, et l'a envoyé à Qom pour étudier la théologie. Cela a contribué, pas à lui seul,
mais a joué un rôle important dans ce genre de montée en puissance. Le succès, qui était beaucoup plus lié à l'argent distribué à des figures clés en Irak, ainsi qu'au travail accompli par Soleimani dans le sud de l'Irak. Quoi qu'il en soit, le point est que nous ignorons ces choses. Et si nous ignorons complètement la guerre entre l'Irak et l'Iran, les Iraniens ont eu plus de 800 000 morts. C'est presque 1 million. Et cela n'a pas brisé l'Iran. À quoi s'attend-on alors ? On attend l'impossible, donc je pense qu'on va y retourner cette fois. Et vous allez voir que le but est de détruire l'État iranien, de faire sombrer sa société, de ruiner son économie, de causer un maximum de dégâts. Ça veut dire que tout est permis. Les cibles vont inclure tout ce qui pourrait être, de près ou de loin, lié au potentiel militaire, sous n'importe quelle forme. Donc j'imagine que ça veut dire tout et n'importe quoi. Des usines de jouets, des usines de n'importe quoi. Voilà ce qui se passe lors de ces campagnes de frappe aérienne et de missiles. Ensuite, en attendant, nous utiliserons ces troupes au sol pour essayer de créer l'illusion que nous avons réussi. Vous voyez, nous contrôlons cette île à l'intérieur de l'État, à l'intérieur du Golfe. Je pense qu'on perdra beaucoup de gens inutilement, car contrôler de petites îles, utiles il y a 100 ans, ne sert plus aujourd'hui puisqu'elles manquent de profondeur et on ne peut y protéger personne. Ensuite, en attendant, la situation mondiale, le tableau global est tout simplement horrible. Ce matin, je regardais les conditions en Inde où je voulais savoir combien coûte un baril de pétrole là-bas. C'est 118 $ le baril, et ça continue d'augmenter. Quand il s'agit de carburant pour avion, d'autres types de distillats, de diesel, le monde est dans une situation très grave. Et nous aussi d'ailleurs, nous allons manquer de diesel avant de manquer d'essence. Et même si nous sommes dans une meilleure situation et que nous continuons à parler de notre soi-disant indépendance énergétique, la vérité est que nos réservoirs de stockage ne sont pas vides, mais nous sommes bien en dessous du niveau souhaité ici au début de l'été. Et il ne nous faudra pas longtemps pour épuiser ce que nous avons en réserve. Ça va contrarier beaucoup de gens. Tout le monde oublie que le diesel fait rouler les camions. Vos camions livrent tout. Les compagnies aériennes s'effondrent, et nous allons voir des milliers de vols annulés jour après jour, semaine après semaine. Maintenant, certaines personnes pourraient considérer cela comme « Eh bien, ce n'est qu'un inconvénient temporaire, modeste, dans le but de détruire l'Iran, qui pourrait obtenir une arme nucléaire et menacer le monde entier. » Eh bien, tout ça, c'est des absurdités, c'est n'importe quoi. Ils n'ont jamais vraiment voulu une arme nucléaire. Je doute qu'ils en veuillent une maintenant. Mais je pense qu'ils en construiront une comme beaucoup d'autres, car cela sert à nous tenir, nous et les Israéliens, à l'écart. Mais en attendant, quel impact cela a-t-il ailleurs ? Je pense que personne ne le comprend vraiment. Je veux dire, si vous regardez la Chine en ce moment, regardez Pékin et Moscou, tous deux ont conclu. Nous ne pouvons pas laisser l'Iran sombrer parce qu'il est parfaitement évident que ces dirigeants dangereux et déséquilibrés en Occident, en particulier à Washington, voudront s'en prendre à nous. Nous devons donc nous ranger aux côtés de l'Iran. Et souvenez-vous, il y avait cette chose dont les gens parlaient, qui allait être en quelque sorte le pivot des BRICS, une alliance entre la Russie, l'Inde et la Chine. Eh bien, je pense que cela a changé maintenant. C'est la Russie, l'Iran et la Chine. L'Iran est un État de première ligne, directement dans la ligne de mire des forces américaines et israéliennes, tout comme les forces européennes et américaines maintiennent la Russie dans la ligne de feu. Je pense que d'abord, il faut comprendre que le président Trump veut aller à Pékin. Qu'est-ce qu'il va trouver à Pékin ? Eh bien, je pense qu'il va trouver beaucoup de gens extrêmement en colère et mécontents de tout ce qu'il a fait. Vous savez, s'il s'attend à ce que le président Xi se plie à toutes ses exigences, il rêve complètement. Pékin a annoncé que les entreprises chinoises ne respecteraient pas les sanctions américaines sur leurs raffineries, notamment celles liées au commerce du pétrole iranien, y compris le poids lourd du secteur Hengli Petrochemical. C'est un changement radical dans les relations entre Pékin et Washington. Parce que, aussi agaçant et irritant que soient les tarifs douaniers, je pense que nous avons vu que les Chinois étaient prêts à faire des compromis avec nous sur beaucoup de ces questions de commerce, d'échange et de droits de douane. C'est terminé. La Chine resserre son emprise sur le commerce avec les États-Unis.
Elle étend les contrôles à l'exportation sur les minéraux critiques. Elle renforce ses propres chaînes d'approvisionnement et son pouvoir d'influencer ses relations avec le reste du monde. En d'autres termes, elle réduit progressivement ses investissements aux États-Unis. Elle se débarrasse de nos bons du trésor, de notre dette, et elle réalloue ses réserves vers des actifs plus solides, en particulier l'or, tout en réduisant sa dépendance au commerce américain. C'est dangereux, car nous importons beaucoup de Chine. Cela ne changera peut-être pas grand-chose militairement, mais aura un impact certain pour le consommateur américain. Donc, je pense que la conviction fondamentale du président Trump dans l'utilité de la force et de la puissance militaire américaine pour façonner notre politique étrangère a été un désastre. La seule chose qu'il doit apprendre avant d'aller à Pékin est quelque chose qu'il ne peut pas apprendre, et c'est une certaine dose d'humilité, parce que nous avons réellement besoin de l'aide de la Chine. Nous devons démilitariser nos relations avec la Chine et le reste de l'Asie. L'Asie en a pas actuellement vraiment assez de nous, elle est fatiguée de nous. Ils préfèrent simplement faire des affaires sans nous. Ce serait une catastrophe. Mais comment amener le président Trump à ce point-là ? Vous savez, le président Trump me rappelle toujours, franchement, Winston Churchill. Winston Churchill possédait de grandes qualités, mais aussi d'importants défauts. Et il n'aimait pas les faits, lorsqu'ils allaient à l'encontre de son point de vue, lorsqu'il contredisait ses positions, ses politiques. Je veux dire, il refusait simplement de les accepter. Je pense que le meilleur exemple est lorsque Mountbatten se rend en Inde pour gérer l'indépendance de l'Inde vis-à-vis du contrôle impérial britannique. Il a finalement fait du bon travail, ce n'était pas parfait. Il revient en Grande-Bretagne, et Churchill est furieux. Il refuse même de lui parler. Il ne veut pas le rencontrer. Eh bien, c'est un peu comme Trump. Mais la liquidation de l'Empire britannique était une nécessité absolue parce qu'ils étaient ruinés. Leur ratio dette sur PIB était de 240%. Ils ne pouvaient même pas payer les soins de santé de leur population. Je ne pense pas que le président Trump prenne en compte tous ces facteurs et leur accorde le poids qu'ils méritent. Ce qui se passe aux États-Unis compte bien plus que tout ce qui se passe à l'étranger. Il a raison de dire que nous ne dépendons pas du Golfe Persique. Alors, que fait-il ? On sait tous ce qu'il fait. Il mène une guerre pour Israël. Et c'est une catastrophe. Colonel, vous avez abordé quelque chose d'important là, à savoir bien sûr la Chine. Et vous avez mentionné brièvement que la Chine a essentiellement dit à Washington « Nous n'allons pas nous plier à vos exigences ni à ces sanctions. Par exemple, si vous ne voulez pas que nous importions du pétrole iranien, nous n'allons pas nous plier à cela. Nous allons faire ce que nous devons faire. Parler de l'importance de cela. » Je veux dire, c'est vraiment, je pense, un geste très important de la part de la Chine qui s'affirme essentiellement sur la scène mondiale. Est-ce que cela montre vraiment que la Chine a beaucoup plus de pouvoir et qu'elle ne va tout simplement pas accepter ces menaces de Donald Trump ? Eh bien, cela devrait le démontrer au président Trump et à Washington. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas. J'espère que ce sera le cas, parce que la Chine est en train de devenir rapidement la puissance dominante. Comment la Chine est-elle devenue la puissance dominante ? En intervenant dans d'autres pays, en bloquant les ports d'autres pays, en détruisant les chaînes d'approvisionnement dans d'autres régions ? Non. Elle est devenue la puissance dominante en se concentrant exclusivement sur le commerce et en construisant sa propre prospérité. Nous ne comprenons pas, c'est ce que nous avons fait. Jusqu'à notre implication dans les Premières et Secondes Guerres mondiales. Nous avons fait exactement la même chose. Nous avons évité les conflits inutiles et nous avons renforcé notre propre puissance, notre propre infrastructure. Aujourd'hui, les gens vont en Chine et disent « C'est incroyable, Doug, tu ne peux pas imaginer. » Je réponds « Je sais, c'est ce qu'on disait autrefois de nous. » Mais nous avons tout jeté par la fenêtre. Et il ne semble pas y avoir de fin à cela pour le moment. C'est presque comme si nous avions décidé de en venir à dépendre entièrement de l'intimidation pour parvenir à des accords avec eux. C'est catastrophique. Donc je pense qu'en ce moment, Pékin nous voit nous engager dans une série de politiques suicidaires. Et la politique suicidaire la plus grave à ce jour, c'est cette guerre au nom d'Israël, non seulement contre l'Iran, mais en fait contre toute personne qu'Israël n'aime pas. Parce qu'Israël passe la plupart de son temps à tuer ses voisins immédiats. Donc,
En réalité, nous les avons soulagés du fardeau de devoir traiter directement avec l'Iran. Ainsi, ils peuvent s'occuper des autres qu'ils n'aiment pas, qu'ils veulent massacrer en masse ou expulser. Les gens de Gaza, les gens de Cisjordanie, les gens du sud du Liban. Et ce n'est certainement pas la fin. Ils portent l'écusson du Grand Israël, ce qui montre qu'ils veulent tout ce qui se trouve en Jordanie, le Sinaï et jusqu'au Nil. Donc, ce que nous ne voyons pas non plus, ce sont les Turcs et les Égyptiens qui sont en marge de tout cela, dont les populations veulent détruire Israël. Les dirigeants sont beaucoup plus circonspects et ont fait preuve d'une grande retenue. Combien de temps cela va-t-il encore durer ? Et qui pense vraiment qu'une fois que cette affaire dans le Golfe sera terminée, et elle le sera avec l'Iran, si cela se terminera brutalement ou en douceur, nul ne le sait encore, mais cela va se terminer. Qui croit qu'Israël restera le même après tout cela ? Que tout le monde dira « Eh bien, c'est merveilleux. Maintenant, nous pouvons revenir à la normale. » Non. C'est le véritable message que l'Iran envoie à tout le monde. La normalité, c'est fini. Le statu quo, c'est terminé. Les Arabes disent qu'il n'y a plus de Sykes-Picot. C'est fini. Sykes-Picot a fortement contribué à la création d'Israël. Donc, je veux dire, c'est incompréhensible pour moi que personne à Washington ne puisse voir plus loin que le bout de son nez. Chacun tente actuellement de déterminer si nos cibles sont les bonnes. Ils n'ont pas compris que le nombre de cibles atteintes importe peu. Ces gens-là ne vont pas abandonner. Et pourquoi le feraient-ils ? C'est leur pays. Tout comme vous savez, les Iraniens ont publié un ensemble de règlements. Je ne sais pas si vous avez vu ça, qui décrit l'avenir du détroit d'Ormuz. Vous avez vu ça ? Pas encore. Où ils parlent de la nouvelle autorité pour le détroit, dont ils estiment qu'elle sera d'abord exercée par eux, mais qu'elle deviendra ensuite internationale. D'autres, dans la région, devront s'impliquer avec de grandes puissances. Très intelligent. Tout à fait. Il faut une nouvelle autorité pour gérer cela. Une telle chose est apparue après la Première Guerre mondiale, en 1926 appelée la Convention de Montreux. Et cela disait essentiellement « Turcs, vous avez perdu la guerre, mais vous contrôlez le détroit. Et voici comment nous voulons que vous vous comportiez. Et voici les choses que vous dites vouloir. Allez-vous l'accepter ?» Ils ont dit oui. Jamais eu de problèmes avec les Turcs sur le Bosphore. Et je pense que c'est exactement ce que les Iraniens recherchent en ce moment. Mais qu'allons-nous faire ? Nous allons dire absolument pas. De notre point de vue, et pour le président Trump, c'est une capitulation. Alors comment dépasser ce genre de blocage mental qui dit que tout doit être décidé par notre force, notre intérêt, nos exigences ? Même lorsque nous n'avons aucun intérêt dans le détroit d'Ormuz, si ce n'est d'y avoir libre accès, comme tout le monde, ce que nous avions avant la guerre. C'est ça. Colonel, j'ai une question intéressante. Nous avons vu le secrétaire d'État, Marco Rubio, hier. Il s'est essentiellement adressé à la nation et a dit « Notre objectif maintenant avec cette guerre est d'arriver à un point où le détroit d'Ormuz est ouvert comme il l'était au début de la guerre. » Est-ce que ce n'est pas une déclaration remarquable? Les États-Unis n'admettent-ils pas l'échec total de cette guerre? Car finalement, on souhaite juste revenir aux conditions du 27 février. À ce moment, le détroit d'Ormuz était ouvert. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, l'Iran a présenté un plan pour expliquer comment une future autorité gérerait la situation. Que pensez-vous du commentaire de Marco Rubio? En ce moment, dans le monde, tout le monde à part les États-Unis, Israël et peut-être les Émirats arabes unis, qui se sont révélés être un soutien duplice mais fidèle d'Israël. Dans le monde entier, on considère l'Iran comme une figure héroïque sur la scène internationale parce que l'Iran s'est opposé aux États-Unis et à Israël. C'est donc la première chose qu'il faut comprendre. Ainsi, du point de vue du reste du monde, entendre Rubio dire cela provoque des rires pour la raison que vous venez de citer. C'est ce que nous avions avant que vous fassiez la guerre à l'Iran. Mais ici, aux États-Unis, il se peut malheureusement que cela ne soit pas compris. Il y aura beaucoup de gens qui diront « Eh bien, c'est vrai. » Mais ce que Rubio voulait vraiment dire, c'est que nous voulions être ouverts, mais à nos conditions. Les conditions de l'Iran sont inacceptables.
Bien qu'il soit vrai que l'Iran contrôle la majeure partie du littoral dans le golfe Persique. Ils sont les premiers concernés par ce qui se passe dans le golfe. Ils vivent là-bas. Nous n'y vivons pas. Nous n'avons pas vraiment d'intérêt là-dedans. Donc, nous revenons à la situation d'avant. Qui essayez-vous de tromper, secrétaire Rubio ? Maintenant, il sait qu'il trompe le peuple américain. Jusqu'ici, il s'en est sorti, tout comme le président Trump. Je rencontre souvent des gens et leur demande leur avis. Ils répondent souvent « Il faudrait juste les écraser ». Vraiment ? Vraiment ? Pourquoi ? Cela fait des années qu'on a des problèmes avec eux. Il suffit d'en finir et d'éliminer la présence irakienne, non ? Alors, que se passe-t-il si la Russie et la Chine décident qu'il est inacceptable de les écraser ? Parce que si jamais on en arrivait là, je pense que la Russie et la Chine interviendraient directement. Et rien ne les empêche de le faire. Qu'est-ce qui va empêcher la Russie et la Chine ? Oh, eh bien, nous allons envoyer notre marine et notre armée de l'air. D'accord. Eh bien, regardez ce qu'il a fallu pour faire face à l'Iran. La majeure partie de la marine américaine, d'une manière ou d'une autre, a dû détourner son attention, ses ressources, son personnel, vers la région du golfe Persique, la mer d'Arabie, l'océan Indien. Si c'est ce qu'il faut pour faire face à l'Iran, qui dépense 1% ou une fraction de pourcentage de ce que nous dépensons en défense, alors cela suggère que si nous devons affronter la Russie et la Chine, nous sommes fichus. Les gens ne sont pas très malins. Ils ne raisonnent pas de cette façon. Nous sommes la plus grande puissance mondiale, comme la Grande-Bretagne avant la Première Guerre, quand les Britanniques chantaient dans les pubs. Nous avons les hommes, nous avons les navires, nous avons aussi l'argent. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Une grande partie de la puissance britannique dans l'Empire est morte pendant la Première Guerre mondiale, inutilement, contre des gens qui n'ont jamais été leurs ennemis. Et c'est ce que nous faisons en ce moment. Les gens qui vivent en Iran ou en Perse ne sont pas par définition des ennemis des États-Unis. Oui, c'est un très bon point. Colonel, je voudrais parler un peu du blocus parce que j'ai vu des analyses intéressantes. Il y a un économiste du FMI nommé Robin Brooks. Il aurait été très actif sur Twitter disant essentiellement que le blocus américain a été un immense succès. Il affirme que c'est ce que nous aurions dû faire à la Russie dans la guerre contre l'Ukraine. Et selon sa théorie, il dit que si les États-Unis continuent le blocus, nous allons tout simplement détruire l'économie iranienne. Ils vont venir à genoux supplier pour un accord. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer ce blocus. Pourquoi cela échoue-t-il ? Pourquoi cette théorie ? Comment avez-vous dit qu'il s'appelait ? Robin Brooks. Robin Brooks. Je ne la connais pas. Il doit probablement regarder quelques cartes et comprendre certaines choses. Nous avons qualifié le blocus de Cuba de quarantaine, alors qu'il s'agissait bien d'un blocus. Nous engagions régulièrement 180 navires. Cuba était une île, donc bloquer Cuba était possible. Il y a des gens qui ont examiné la Seconde Guerre mondiale et qui ont découvert cela après la guerre. En fait, c'est l'amiral Nimitz qui l'a sous-entendu. Nous ne comprenions pas la létalité et les capacités des sous-marins. Si nous avions eu 200 sous-marins au début de la guerre, nous aurions pu bloquer le Japon et le forcer à se rendre par la famine. Oui, le Japon est un ensemble d'îles. Oui, c'est manifestement possible. L'Iran n'est pas une île. Robin Brooks doit d'abord comprendre cela. Ensuite, l'Iran partage ses frontières avec d'autres pays. Ces pays sont, dans l'ensemble, amicaux envers l'Iran et absolument pas hostiles. Il ne comprend pas le projet des nouvelles routes de la soie, qui a maintenant mis en place des lignes ferroviaires allant jusqu'à Bandar Abbas, depuis la Russie et l'Asie centrale, transportant toutes sortes de marchandises et pouvant même transporter du carburant. Ensuite, il y a d'autres itinéraires qui traversent le Pakistan, directement à travers le Pakistan jusqu'en Chine. Et puis, il y a les ports maritimes. Il y a un port maritime construit par les Chinois sur la côte du Pakistan appelé Wagrat. Et ce port maritime en particulier n'est qu'à 54 miles de la frontière iranienne. Donc, vous pouvez débarquer toutes sortes de matériel, y compris de la nourriture et d'autres types de ressources essentielles, qui pourraient ensuite être transportés par camion depuis ce port à travers le Pakistan directement, jusqu'en Iran. Maintenant, je suppose que vous pourriez alors engager la majeure partie de l'armée de l'air américaine pour survoler toute la région 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'essayer de frapper ces endroits et de détruire ces routes.
Nous avons déjà engagé la majeure partie de la marine, donc j'imagine que nous pouvons engager la majeure partie de l'armée de l'air. Je ne pense pas que ça fonctionnera. Il existe aussi des routes reliant directement l'Iran à la Russie à travers la mer Caspienne. Et enfin, nous revenons à la Turquie. C'est le gigantesque gorille de 200 ou 250 kilos dans la pièce dont personne ne parle, la véritable puissance militaire passée et future de la région. Combien de temps vont-ils encore rester en retrait avant de finalement dire que ça suffit ? Ça n'a tout simplement aucun sens. Et même ce blocus de Cuba, qui comprenait 180 navires de surface, qui comprenait aussi des sous-marins et beaucoup d'avions. Il y avait 8 porte-avions impliqués dans cela. 4 étaient des porte-avions standards, les 4 autres des chasseurs de sous-marins. Nous étions juste à côté des États-Unis continentaux. La mer des Caraïbes était en fait une mare que nous contrôlions. Nous ne contrôlons pas tout cet espace océanique. Nous ne contrôlons pas la mer Rouge. Nous ne contrôlons pas actuellement le golfe Persique. Nous ne contrôlons pas la mer Caspienne. Je ne suis pas sûr que nous puissions prétendre contrôler la Méditerranée orientale, et nous n'avons pas les navires pour le faire. On oublie souvent qu'envoyer un navire vers un autre, l'arrêter, l'inspecter et monter à bord, cela prend du temps. Ensuite, il faut en assurer la garde selon ce que vous décidez. Il y a toutes sortes de problèmes avec ça. Ce n'est même pas une option juridique judicieuse pour nous en ce moment. Ce n'est pas compatible avec nos moyens. Nous allons trop loin, encore une fois. Tu sais, on a déjà trop dépassé nos limites, et ça, c'en est encore un exemple. Donc non, je pense que c'est complètement fou, pour être franc. Oui, absolument. Merci d'avoir apporté cette analyse d'expert. Je suis d'accord avec toi. Cela pourrait être une opportunité si c'était une île, mais avec des frontières terrestres. Et on oublie aussi la taille de l'Iran, 4 fois celle de l'Irak. C'est un grand pays, avec d'excellentes relations avec ses voisins, l'initiative de la ceinture et la route, les chemins de fer. Il y a de nombreuses options pour l'Iran. Colonel, j'ai une question. Aujourd'hui, lors de ce reportage, nous sommes le 6 mai. L'Iran est-il dans une position plus forte aujourd'hui qu'il ne l'était le 27 février? Est-ce que cette guerre a essentiellement permis à l'Iran de s'imposer et de vraiment émerger comme une nouvelle puissance mondiale dans ce nouvel ordre géopolitique? Je pense qu'on peut défendre cette idée. Je pense que, du point de vue du reste du monde, l'Iran est maintenant revenu sur la scène en tant que grande puissance, ce qu'il n'avait pas fait depuis quelques centaines d'années, franchement. Et il va rester dans cette position pour un certain temps encore. Parce que ce qu'ils ont fait, c'est obtenir une victoire non pas en nous attaquant, mais en se défendant contre nous et en démontrant qu'ils ne peuvent pas être conquis. C'est une déclaration importante. Abraham Lincoln a voulu le dire aux Américains, et avant lui, Andrew Jackson aussi. Andrew Jackson a dit que le seul problème de ce pays, ce sont les autres Américains. Si nous décidons de nous entretuer, nous pouvons détruire ce pays, mais personne ne peut nous vaincre. Le pays est trop vaste. Vous savez, personne ne peut débarquer facilement sur nos côtes et traverser tout le pays. Ils s'épuiseraient. Ils n'ont pas assez de force. Andrew Jackson avait raison. En ce moment, c'est en grande partie vrai pour l'Iran. Quand j'entends des gens dire d'envahir l'Iran, ils ignorent totalement ce dont ils parlent. Si vous regardez ce qu'il a fallu pour organiser l'invasion de la Normandie, les forces qui étaient nécessaires, et qu'est-ce qu'on a fait? Nous sommes partis de la côte nord de la France, et de la côte sud de la France, inévitablement, jusqu'à la frontière tchèque. Eh bien, si vous faisiez cela en Iran, vous n'arriveriez même pas à mi-hauteur du territoire iranien. Vous seriez quelque part au milieu, probablement dans un désert. Ou si vous essayez d'entrer dans le pays en venant du nord ou de l'ouest, alors vous traverseriez quelque chose qui ressemble aux montagnes rocheuses. C'est comme, eh bien, on va y aller. Et on va marcher jusqu'à Leadville, Colorado, depuis Colorado Springs. C'est assez difficile. C'est un long trajet. Tu montes à plusieurs milliers de pieds d'altitude, avec une longue distance à parcourir pour te ravitailler. Et tu peux être coupé à n'importe quel endroit. Tout ça, c'est tout simplement irréalisable. Cette idée que nous ne pouvons pas être conquis est importante. Les Russes l'ont prouvé à Napoléon, et ils avaient raison. Ils l'ont ensuite prouvé dans leur histoire face aux Allemands. Je pense que les Iraniens diraient la même chose. Nous ne pouvons pas être conquis. Cela nous amène aux armes nucléaires. L'usage d'une arme nucléaire est exclu. Dieu merci. Le président Trump l'a confirmé récemment, en conférence de presse. Et j'en suis heureux. Je suis d'accord.
Je suis d'accord. Maintenant que l'arme nucléaire n'est plus une option, comme l'a souligné le président Trump, et je suis d'accord, je lui en suis très reconnaissant, quelle est une issue viable à cette catastrophe pour les États-Unis? Suffirait-il d'admettre notre erreur, de tenter de revenir en arrière, mais de constater qu'une nouvelle autorité, l'Iran, détient désormais ce pouvoir mondial? Pensez-vous que cela soit possible? Je veux dire, vous avez mentionné plus tôt qu'il est probable qu'à un moment donné, nous envisagerons probablement une invasion terrestre. Quelle est la façon la plus simple pour Donald Trump de sortir de cette situation? Eh bien, je l'ai dit plusieurs fois. Et vous savez, je ne sais pas si le président Trump était réceptif à ce genre de choses. Il me semble qu'au cours des 4 ou 5 dernières années, il est devenu beaucoup plus rigide dans sa façon de penser et dans son état d'esprit que dans mon souvenir. Il n'était pas aussi rigide lorsque je lui ai parlé pour la dernière fois en 2020, il était bien plus ouvert d'esprit. Et je le décrirais à ce moment-là comme particulièrement peu enclin à entraîner les États-Unis dans une nouvelle guerre. Tout cela a changé maintenant. Mais si je lui parlais, je dirais « Ce que tu dois faire est très simple, très direct. Tu vas au pupitre à Washington, D.C. et tu fais une annonce. Tu dis « Je voulais parler au peuple américain. Je ferai cela depuis le bureau ovale et m'adresserai au peuple américain. Je ne perdrai pas mon temps avec cette presse de Washington qu'il déteste de toute façon. Il suffit d'entrer dans le bureau ovale et de faire une annonce à 20 ou 21 heures pour que tous puissent la voir. Je dis simplement, j'ai examiné tout ce que nous avons entrepris contre l'Iran jusqu'à présent. Il est clair que nous avons causé d'énormes dégâts qui ne seront pas vite réparés. Mais il est aussi clair que ce que nous avons fait n'atteindra pas nos objectifs ultimes. J'ai donc décidé de suspendre toutes les opérations militaires pour les raisons suivantes. Premièrement, notre puissance militaire ne nous permettra pas d'atteindre nos objectifs. C'est clair. Deuxièmement, ce que nous avons fait a nui à l'économie mondiale, et ce n'était pas quelque chose que je voulais. Et je ne le veux toujours pas. Et je veux que le monde ait accès à tout ce qui se trouve dans le golfe Persique, les engrais, la nourriture, les matières premières, le carburant, tout. Nous devons mettre fin à cela immédiatement parce que nos amis ont été touchés. L'Inde, le Japon, Taïwan, même la Chine, la Corée, le Vietnam, l'Indonésie, la Thaïlande. Nous ne voulons pas nuire à ces gens-là. Nous ne voulons pas nuire à nos amis et alliés européens. Donc je vais arrêter cela immédiatement. Je donne l'ordre au CENTCOM de désengager nos forces. Nous partons. Et nous exhortons les Iraniens à ouvrir le détroit afin que tout le monde puisse y avoir accès. Enfin, je vais discuter avec certains de nos proches amis et leur demander de l'aide pour trouver une solution avec l'Iran qui n'inclut pas de conflit militaire direct. En d'autres termes, nous devons résoudre nos différends autrement. Merci pour cela, merci de m'avoir écouté. Gardez à l'esprit que je regrette tous les torts causés jusqu'à présent, mais la meilleure façon d'y remédier est d'y mettre fin. Et c'est ce que je fais. Merci, que Dieu bénisse l'Amérique, terminé. Je pense que ça marcherait, car la plupart des Américains l'accueilleraient favorablement. Maintenant, ça ne passera pas avec des héros de guerre comme Lindsey Graham et d'autres. Ils vont dire « Oh, c'est une reddition totale ». Non, ce n'est pas le cas. C'est regarder les faits en face, franchement. Mais vous savez, ce n'est pas quelque chose qu'il est enclin à faire. Eh bien, nous ne pouvons qu'espérer que le président Trump puisse certainement en arriver à cette conclusion à un moment donné. Mais colonel, je tiens simplement à vous remercier énormément pour vos analyses incroyables. Vous savez, nous venons de voir cette semaine pour la première fois que les médias traditionnels ont enfin rapporté que les bases militaires américaines avaient été attaquées dès les tout premiers stades. Mais bien sûr, vous étiez très rapidement sur notre podcast et vous avez été l'un des premiers à l'admettre. Et c'est pour cela que nous vous invitons dans l'émission, parce que vous apportez des analyses que les médias traditionnels ne font pas. Et je voulais simplement vous remercier pour votre travail remarquable. Enfin, indiquez-nous où suivre votre travail. Je suis votre nouvelle page Substack, elle est géniale. J'adore vos articles. Alors dites-nous simplement où nous pouvons continuer à suivre vos analyses et votre travail exceptionnel. Eh bien, merci pour ça. Oui, le Substack de McGregor Warrior vaut vraiment la peine d'être lu. J'essaie d'écrire de nouvelles choses et de les publier chaque semaine, surtout tant que la guerre continue. Et j'essaie d'apporter une perspective différente, bien qu'il y ait d'autres bonnes personnes qui avancent des arguments similaires, mais malgré tout, c'est donc un endroit où aller.
J'encourage aussi les gens à aller sur mon site web où pratiquement tout ce que j'ai dit ou fait est publié. Et puis, vous savez, la conversation nationale. Nous avons attendu que cette guerre se résolve d'une manière ou d'une autre avant de passer pleinement à l'action. Mais la conversation nationale porte vraiment sur la recherche d'une nouvelle voie à suivre. Nous voulons explorer quelles sont les options parce que, pour être franc, nous voulons vraiment un troisième parti. Nous pensons que les deux partis nous ont déçus. Et beaucoup d'Américains à qui nous parlons nous le disent. Nous voulons offrir une alternative. Que nous puissions le faire ou non, je ne sais pas. Mais je pense qu'en raison de nombreux événements de ces dernières années, de plus en plus de gens commencent à comprendre cela. Et je fais partie de ces personnes qui y croient. J'ai grandi entouré uniquement de démocrates à Philadelphie. Et c'étaient des gens solides, qui croyaient autant en ce pays que n'importe quelle personne républicaine que je connaissais. Je pense que nous pouvons rassembler ces personnes et tracer une voie différente vers l'avenir. Oui, je suis d'accord avec vous aussi. Donc tout le monde, nous allons mettre les liens vers le site du colonel McGregor, son Substack et aussi son compte Twitter qui vaut le coup d'être suivi. Je recommande à tous de suivre ces trois sources. Colonel, merci encore pour vos analyses et votre temps. Et nous avons hâte de vous accueillir à nouveau dans l'émission à l'avenir, alors que nous continuons toujours à parler de ce monde fou dans lequel nous vivons. Merci Cyrus Janssen. Je vous remercie, merci à tous, et nous avons hâte de vous retrouver très bientôt pour notre prochaine interview.